Bonsoir encore une fois à tous. Alors je dis bonsoir, mais je pense que je vais pouvoir dire bonjour. Bonjour Zoé, parce que donc chez toi il est 6h29 du matin. Donc tout d'abord, merci, merci de venir à 6h29 du matin. Ce qui est donc visiblement tu n'es pas en métropole, mais peut-être que tu en diras un mot en introduction. Euh, voilà, donc du coup, es-tu là? Là, je me sens forcément un peu seul. Oui, 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 je suis là. Parfait. Très bien. Eh ben, Bonsoir. écoute, bonsoir. Je te laisse la main et je suis pas loin au cas où. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à tous. Et déjà, merci de préférer à cette heure tardive une intervention sur la qualité logicielle à votre moelleuse oreiller. C'est déjà quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais vous partager hop, mon écran. Tac. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de la notion de bug. C'est-à-dire que la notion de bug est buggée. C'est le titre de cette intervention et c'est aussi ce qui me trotte un peu dans la tête depuis quelques années que j'ai commencé à faire du test et c'est peut-être quelque chose qui vous travaille vous aussi. Et pour qu'on prenne bien tous ensemble la mesure de ce problème, je vais vous demander de prendre une feuille, un stylo et un paquet de coquillettes ou de lentilles, des Smarties. Je suis désolée, il y a mon chat qui fait du raffut, je vais devoir l'enfermer. Je reviens dans une seconde. Voilà, les chats comme les bugs se manifestent au pire moment. Alors, oui, je disais, si vous voulez prendre une feuille, un stylo et réaliser cette grille dessus, ça va nous permettre de jouer au bingo des bugs moisis. Donc, alors, vous avez tracé 3 traits dans un sens, 3 traits dans l'autre, et moi, je vais vous énumérer 16 situations qui mettent en jeu un ou plusieurs bugs, une ou plusieurs personnes, dans des situations qui montrent un peu que la notion de bug peut être inopérante, malaisante, et bref, poser pas mal de problèmes. Donc, si vous êtes prêts, si vous n'êtes pas prêts, dites-le moi, je vais m'en rendre compte. Ok, allons-y, on va passer à la première situation. Donc, si jamais vous vous reconnaissez dans cette situation, vous mettrez simplement une coquillette dans la case 1. Première situation, 2 personnes de l'équipe se chamaillent parce qu'il y en a une qui a trouvé un bug et l'autre considère que c'est pas un bug du tout. Donc, on ne sait plus quoi faire du ticket. Et remarquez au passage qu'il n'y a jamais ce genre de controverse pour les user stories. Personne ne dit non, c'est pas une user story, si, c'en est une. Ça, c'est assez propre au bug, d'après ce que j'ai remarqué. Donc, la situation 2. Donc, quelqu'un, encore une fois, peut-être vous, quelqu'un a ouvert un bug, mais en fait, c'est une demande de modification déguisée. Le bug ici, il est utilisé comme une sorte de coupe-fil. Des fois, ça marche d'ailleurs, puis d'autres fois, on ne sait pas trop quoi faire du ticket. La situation 3, la pile de bugs est très longue, mais personne ne semble décider à les corriger. Peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'ils sont là pour la déco, on ne sait pas. En tout cas, à un moment donné, on ne sait plus quoi faire de cette énorme pile. La situation 4. Il y a quelqu'un qui ouvre un bug, mais sans trop savoir si c'est un bug ou pas. En tout cas, ça me semble bizarre. Si jamais c'est pas un bug ou bien ce que j'ai dit, etc. Là, on ouvre un ticket de bug pour faire une simple remarque et au bout d'un moment, on ne sait plus trop quoi faire du ticket. La 5. Donc, l'équipe veut faire en sorte de fermer le plus de bugs possible, voire de n'avoir aucun bug ouvert. Et donc, ça demande des corrections, évidemment. Puis, ça passe aussi par des négociations sans fin avec des personnes qui ont ouvert les tickets. Donc là, ici, le ticket, il est vu comme une véritable menace pour l'intégrité de l'équipe.
Donc c'est un peu contradictoire parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a travaillé dessus, puis maintenant, il faut absolument l'éliminer, on ne veut plus en entendre parler. La 6, donc là, c'est l'inverse. C'est une personne qui veut montrer à quel point elle est assidue au sujet de la qualité, puis elle va ouvrir une chier de bugs bien doublonneux. Et là, le ticket de bug, il est vu comme un trophée par celui qui le crée. Là, on quitte complètement l'esprit d'équipe, l'esprit de qualité. Bref, là, on s'égare totalement, quoi. Donc la 7, la 7 est bien chargée. Là, c'est le bug du X. Donc il y a un bug du X qui est ouvert et ça lance une interminable controverse. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est pas un bug? Est-ce qu'on peut parler de bug quand il s'agit du X, etc. Bref, là, on va se lancer dans une véritable bataille d'opinion et on ne sait plus quoi faire du ticket. La 8, une personne qui vient d'arriver dans l'équipe, elle ouvre un bug parce que ce qu'elle lui voit, il lui semble un petit peu déroutant. Puis il y a quelqu'un qui passe derrière et puis qui ferme le bug parce que le comportement est conforme à ce qui a été demandé. Donc là, le ticket de bug, il est analysé de manière fort dogmatique et potentiellement, on va étouffer dans l'œuf une possibilité d'amélioration. La 9, quelqu'un a ouvert un ticket car un comportement constaté contredit ce qui a été demandé dans la user story, mais ce comportement ne ressemble même pas à un bug, en fait, quand on n'a pas connaissance de cette user story. Encore une fois, on est dans une dynamique bien dogmatique. Alors là, dans la 10, l'équipe corrige les bugs quand elle a le temps de le faire. Là, les bugs, ils tiennent un rôle de bouche-trou. La 11. Lors des revues, le fait que des bugs aient été corrigés n'intéresse pas grand monde. Ce qu'on veut voir absolument, c'est les nouvelles fonctionnalités. Les corrections de bugs, elles ne sont pas considérées comme des nouvelles fonctionnalités, même si elles incorporent des choses qui n'étaient pas là auparavant. Donc voilà, c'est vraiment des citoyens de seconde zone. La 12, quelqu'un a ouvert un bug, encore une fois peut-être vous, mais l'anomalie est tellement petite que ça vaut quasiment pas le coup de la corriger et on ne sait plus quoi faire du ticket. La 13, quelqu'un a ouvert un bug, mais l'anneau va concerner une portion minuscule de la population visée et on ne sait plus quoi faire du ticket. La 14, quelqu'un a ouvert un bug, mais l'anneau va pouvoir être constaté seulement sur une toute petite minorité d'environnements techniques. Et donc, on ne sait plus quoi faire du ticket. La 15, quelqu'un a ouvert un bug, mais l'anneau, elle est justifiée par des standards que l'équipe n'a pas choisi d'adopter au départ. Du coup, on ne sait plus quoi faire du ticket. Et la 16, enfin, un bug est ouvert par une personne influente. Et en fait, il se trouve que ça concerne une fonctionnalité qui se comporte comme ça par design. Donc, encore une fois, on ne sait plus quoi faire du ticket. Donc, je vous invite maintenant à dire dans le chat, premièrement, votre profession et deuxièmement, le nombre de jetons que vous avez posés sur votre feuille. Je vais aller jeter un œil, ça m'intéresse fort. Ok. C'est pas un bug, c'est une feature. Ben oui, ben oui. Ok. Bon, c'est assez... 18. Bon, allez, j'arrête de regarder, là, vous faites trop les intéressants. Ok, alors, chacun de ces petits jetons est un témoin, donc le témoin d'une confusion qui entoure la notion de bug. Un bug, ça peut soulever des passions, ça peut blesser des égos, ça peut générer de la frustration. Là où en fait, on aurait juste besoin de souffler un bon coup et de se recentrer sur la valeur de ce qu'on produit. Un bug, ça a aussi quelque chose d'un petit peu accusateur. On n'a pas envie de l'ignorer et pourtant, on sait bien, les bugs mineurs, ils sont pas prioritaires. Mais quand même, voilà, ils se terrent là dans leur coin, comme une sorte de menace. Ça casse l'ambiance. Bref, c'est nul. C'est vraiment nul. Donc, soit dit en passant, comme évoqué un petit peu tout à l'heure, moi, je connais pas énormément de choses comme ça qui font qu'on s'interroge sur leur nature de manière aussi directe. Genre, oui, c'est un chat. Non, c'est pas un chat. Ben non. En fait, les seules choses qui me viennent, c'est des choses qui prêtent de base vraiment à controverse parce qu'elles touchent aux valeurs de l'individu. Par exemple,
oui, c'est une blague raciste, non, c'est pas une blague raciste. Alors, soit un bug d'affichage, c'est quelque chose d'éminemment philosophique, soit c'est la notion de bug en elle-même qui est buggée. Donc voilà, ça c'est le constat, c'est le chaos et c'est dommage. Maintenant, face à ce chaos, j'ai commencé à chercher des pistes. Alors c'est encore du work in progress, mais ce sont des premiers pas et peut-être qu'ensemble on va faire des pas supplémentaires et qu'au final ça va faire une promenade, une randonnée ou une ascension de l'Everest. Donc, première piste, face à ce chaos, on peut peut-être réagir en se disant la notion de bug est fragile. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la consolider. On va se dire, personne ne sait ce qu'un bug est dans l'absolu. Alors, au sein de mon équipe ou de mon organisation, on va mettre en place cette définition. Alors là, peut-être qu'il y a une ampoule qui s'est allumée au-dessus de votre tête. Ah ouais, d'ailleurs, on a déjà une définition du même genre. Ça s'appelle la definition of done. Blablabla. Et oui, ça va être quelque chose du même ordre parce que, au fond, savoir si quelque chose est fini ou non, c'est un petit peu pareil. Ça peut porter à confusion, mais sans que ce soit quelque chose de vraiment philosophique, très difficile à résoudre. En fait, on a juste besoin d'un référentiel qui soit pratique au quotidien et qui permette de s'entendre dans un contexte donné, un projet, une organisation. Alors, sans surprise, la première piste que je propose aujourd'hui, c'est une définition de ce qu'on considère comme buggé. Et cette définition, on va l'appeler DOBI. Definition of Basically Buggy. Dobby est fidèle, Dobby est là pour te servir. Dobby est imparfait, surtout au début, mais globalement, on se débrouille un peu mieux avec lui que sans lui. Alors, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place cette Dobby et comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser? On peut visualiser tout ça comme une cible. Donc, au milieu de la cible, on a la definition of done. Donc, voilà, si tu trouves un bug qui concerne la definition of done, bravo, voilà, tu gagnes 100 points, tu as évité le désastre, c'est super. La Dobby, c'est ce qui va couvrir tout le reste de la cible. C'est quand même pas trop mal que ta fléchette arrive dedans et on va nuancer évidemment avec les criticités. Pour le reste, tant pis, on oublie. C'est invalide dans notre contexte. Tu peux créer un ticket quand même, mais il faudra pas s'attendre à ce qu'il soit corrigé de sitôt, à moins que la Dobby ne change. Et par contre, si ton bug est dans la Dobby, là, tu as un vrai argument pour pas qu'il sombre dans les oubliettes, comme ça arrive si souvent. Donc maintenant, on va prendre un petit exemple. Il y a quelque temps, il y a un développeur qui m'a dit non, j'ajouterai pas le message d'erreur que tu demandes dans ton ticket parce que seul un hacker serait susceptible de provoquer cette erreur. Et donc, pour moi, c'est une perte de temps de faire des politesses à un mauvais utilisateur. Voilà, son argument m'a semblé tout à fait percutant et valable. Du coup, j'ai fermé mon rapport de bug. Donc, s'il existait une Dobby à ce moment-là, on aurait pu y ajouter collégialement tout cas d'erreur qui n'est pas expliqué par un message d'erreur clair dans la langue de l'utilisateur est buggé tant que l'erreur est susceptible d'être rencontrée par un utilisateur de bonne foi. Donc là, ça sous-entend 3 choses. Tout cas d'erreur doit avoir un message d'erreur, certes. Si c'est demandé dans les critères d'acceptation, là, on ne va pas se poser la question. Ça va être un cas assez classique. Si on n'a pas le message d'erreur, la US va être considérée comme inachevée et paf. Si c'est pas dans les critères d'acceptation et que le message d'erreur est absent, on va pouvoir créer un bug qui va rentrer dans l'Adobe. Là, il n'y aura pas de controverse et c'est vraiment commode parce qu'on n'aura pas besoin à chaque fois de rappeler, oui, pour les cas d'erreur, prévoyez des messages d'erreur. Et enfin, troisième chose, si le cas d'erreur est super tordu et va concerner seulement les hackers, voilà, pas besoin de message d'erreur. Ça va donner un cadre. Donc là, si on prend un autre exemple, on va imaginer que la definition of done indique les critères d'acceptation doivent être remplis en utilisant la dernière version du navigateur Google Cooper. Là, la déclaration d'OBI correspondante, elle pourrait prendre dans son périmètre plusieurs autres navigateurs, plusieurs autres versions, et ça va vraiment nous donner un périmètre de qu'est-ce qu'on a envie de conserver ou non. Qu'est-ce qu'on a envie de tester, qu'est-ce qu'on a envie d'assurer en termes de qualité. Déjà, ça donne une certaine sérénité aux développeurs de se dire qu'on ne va pas les piéger sur des navigateurs que personne n'utilise, par exemple. Il y a un site ToBug qui va être trouvé sur Internet James Cook version 9 pourra moisir à jamais dans le purgatoire des bugs.
et personne ne devra en discuter, sauf si l'Adobe est modifié entre-temps. Donc l'Adobe, elle agit un petit peu comme un filet de sécurité et elle pourrait aussi être utilisée comme une heuristique pour trouver des nouveaux bugs. Donc par exemple, en combinant 2 déclarations de l'Adobe, on pourrait imaginer une session de test exploratoire qui viserait à détecter des problèmes de messages d'erreur sur une sélection de navigateurs ciblés. Adobe, on pourrait imaginer aussi qu'elle pourrait établir des règles en cas de mésentente. Donc on peut bien sûr rester classique en disant qu'au final, ça va être le PO qui va trancher, pourquoi pas. Puis on pourrait indiquer également, en cas de mésentente, solliciter telle ou telle personne qui est calée en UX ou que sais-je, ou définir que en cas de mésentente, on va voter à la majorité, ou au contraire rechercher un consensus, etc. Ça pourrait rentrer là-dedans. Et évidemment, travailler sur l'Adobe, ce serait pas une tâche de testeur, ce serait plutôt le résultat d'une conversation entre tous les membres de l'équipe. Donc PO, dev, testeur, chaque individu réfléchissant vraiment aux intérêts du produit et de ses utilisateurs. Donc là, les applicatifs, on le sait, ils peuvent conduire à divers sentiments de mécontentement. Et l'équipe doit y penser très sérieusement et se demander quel mécontentement elle veut traiter. Que Léon Tolstoï écrivait dans Anna Karénine, tous les utilisateurs heureux se ressemblent, chaque utilisateur mécontent est mécontent à sa manière. C'était très précurseur en UX. Voilà, ça c'est une proposition. Et pour être absolument transparente avec vous, c'est une idée que j'ai eue il y a trop peu de temps pour vous dire si elle fonctionne. C'est pas un retour d'expérience à l'heure actuelle, c'est encore plutôt une expérience de pensée. Mais d'après moi, il y a un trou dans la raquette et cette notion pourrait vraiment permettre de le combler au moins en partie. Donc maintenant, on va passer à la deuxième piste qui est un petit peu plus radicale. Donc la solution précédente, elle a un intérêt opérationnel, mais finalement, on reste dans le cadre du bug. Donc quelque part, l'idée, c'est qu'il reste des bugs dans la notion de bug, mais on a enlevé les principaux, ceux qui nous barrent la route, et puis on essaye d'aller un peu mieux comme ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est de jeter carrément le bébé avec l'eau du bain, et puis on va voir, peut-être le bébé, il va rebondir de plus en plus haut, ça va être fantastique. Donc on va imaginer maintenant que les bugs n'existent pas, ni les fonctionnalités. La notion de bug, elle est fragile, donc on va carrément prendre une massue et puis la faire exploser, quoi. Donc tout d'abord, on va considérer que tout ça, c'est juste une question de subjectivité. Donc là, on va imaginer 2 personnes qui vivent dans un quartier. Donc il y a Monica, qui a vécu ici toute sa vie, puis il y a Rosalie qui vient d'arriver. Donc hier, le trottoir, il était certes propre et en bon état, mais la plate-bande qui longeait le trottoir était en friche. Donc Monica se disait: oh là là, c'est nul, avant il y avait des fleurs, c'était super de se balader sur le trottoir, ça me mettait de bonne humeur et puis ça sentait bon. Rosalie, elle s'en fichait un petit peu parce qu'elle n'avait pas cet historique. Aujourd'hui, Monica et Rosalie sortent de chez elles et découvrent que la plate-bande est garnie de petits buissons fleuris du plus bel effet. Donc pour Monica, c'est une régression qui a été corrigée, mais pour Rosalie, c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc là, la distinction entre bug et fonctionnalité tient seulement de notre subjectivité, notre histoire subjective et nos attentes subjectives. Si Rosalie, par exemple, avait emménagé dans ce quartier parce qu'on lui a dit « ouais, tu vas voir, ça va être super fleuri et tout », les choses, elles auraient été bien différentes. Maintenant, on peut considérer aussi que les 2 notions de bug et de fonctionnalité ne sont qu'une seule et même chose, parce qu'elles ne recouvrent rien d'autre finalement que du désir. Donc, je vais vous présenter maintenant Jérôme. Voilà, Jérôme, c'est un angiome. Un angiome, c'est un petit truc rouge qu'on voit sur la peau et qui est dû à un vaisseau dilaté. C'est absolument bénin. Donc vous allez peut-être me dire « wow, de loin, ça se voit pas, on s'en fout ». Mais moi, je pourrais avoir le désir de l'enlever. Donc maintenant, si quelqu'un vous dit « alors, moi, je voudrais me faire un tatouage comme ci ou comme ça », ce sera une question de désir aussi, désir d'ajouter quelque chose. À ce stade, on peut encore maintenir une illusion de distinguo. Le bug représenterait un désir d'enlever quelque chose et la fonctionnalité, le désir de rajouter quelque chose. Mais c'est illusoire. Parce que maintenant, si on observe ces photos de prothèses, là, le distinguo commence à se brouiller. Donc là, imaginons un amputé désire obtenir une de ces prothèses. Est-ce que c'est pour corriger son bug d'amputation, donc pour enlever quelque chose qui le gêne, ou bien pour obtenir une fonctionnalité unique?
Là, vous allez peut-être me répondre que c'est exactement la même chose. Et oui, c'est bien tout le but de cette digression. La différence qu'on fait au quotidien entre un bug et une nouvelle fonctionnalité, elle est absolument artificielle parce que ces deux artefacts ne sont finalement que deux polarités d'une même forme de désir d'améliorer un existant. Donc c'est pareil pour des lunettes, des vêtements, un véhicule, tout ce que vous voulez. En fait, l'idée même de construire un applicatif plutôt que de ne rien faire est issue de ce désir d'améliorer l'existant. Alors, un nouveau logiciel, est-ce qu'on considère que c'est une nouvelle fonctionnalité ou est-ce que c'est une façon de corriger un bug du monde réel? Là, par exemple, aujourd'hui, ça nous concerne tous. Imaginons, il y a quelques années, quelqu'un qui s'est dit le monde est buggé, pour faire une conférence, on est obligé de se réunir dans une pièce avec des gens pleins de microbes qui toussent et qui postillonnent. Là, les gens qui ont inventé la plateforme sur laquelle on est aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas corrigé ce bug quelque part? Parce que là, si au milieu du truc, j'éternue, je vous promets, je ne mets pas la main et vous n'allez rien choper pour autant. Voilà, paf, c'est réglé. Donc finalement, si bug et fonctionnalité ne sont qu'une question de désir, faire, c'est simplement qualifier ce désir. À quel point ce désir est-il celui de l'utilisateur? À quel point ce désir est-il le nôtre? Est-il urgent de l'adresser? Le ratio valeur ajoutée effort nécessaire est-il intéressant? Et que se passera-t-il si on ignore ce désir? Est-ce que vous sentez qu'avec ces questions, on est vraiment au cœur du sujet et que finalement, les notions de bug ou de fonctionnalité, on s'en fiche un petit peu? En fait, on va prendre l'exercice dès maintenant avec un bug existant. Donc, chez nous, ça peut donner ça. Là, on parle de la même chose exactement, mais de deux manières différentes. Donc là, il s'agit d'un bug où on a des listes déroulantes, mais qui s'affichent tout le temps en anglais. Donc, dans le premier cas, on va présenter ça comme une erreur à corriger absolument. Voilà, bon, on va lui mettre une criticité. Hein. Et dans le deuxième cas, on prend une autre approche parce qu'on va expliquer et pondérer les gains que ça peut apporter. Et là, éventuellement, ça pourrait donner lieu à une conversation intéressante sur ces gains. Et on va pas forcément traiter cette demande-là plus ou moins vite que dans sa première version, mais là, on va la voir comme un regard sur l'existant, une suggestion plus ou moins bonne d'améliorer l'existant, plus ou moins urgente. Donc, si on adopte cette approche qui casse les murs entre le bug et la fonctionnalité, je pense qu'on va gagner en pertinence. Par contre, il y a un niveau d'info qu'on risque de perdre. Et là encore, on tape où ça fait mal. Parce que quand quelqu'un dit bug, on entend erreur. Il y a eu une erreur qui a conduit à produire ce bug. Quelqu'un a mal compris un truc, c'est planté, gouré, vautré, viandé, bref, peu importe comment on appelle ça. Un bug, on voit ça avant tout comme la trace d'un fail. Et ça, c'est pas beau dit comme ça. Personne n'a envie de se tromper. Personne n'a envie qu'on sache qu'on s'est trompé. Et aussi, c'est pour ça qu'on vise à livrer à chaque fois des applicatifs en disant « Non, il ne contient aucun bug ». On a encore ce vieux rêve morbide de perfection. Et du coup, comme on a peur des erreurs, on oublie un petit peu qu'on apprend de ces erreurs. On va s'attarder un petit peu sur ce que c'est une erreur. Dans le syllabus de l'ISTQB, la Bible des testeurs, paragraphe 1.2.3, page 15, n'est-ce pas? Il y a tout un laïus qui explique la différence entre l'erreur, le défaut et la défaillance. L'erreur, c'est ce qui nous conduit à générer un défaut dans le code. Et le symptôme de ce défaut est la défaillance, qui peut avoir lieu ou ne pas avoir lieu. Excusez-moi. Donc, par exemple, en cuisine, si je comprends une recette de travers, c'est l'erreur. Je vais verser les ingrédients dans le désordre, dans les mauvaises proportions. Le résultat matériel de cette manip, ça va être le défaut. Et le goût horrible que mes invités vont ressentir sur leurs papilles, ça va être la défaillance. Donc, on peut gérer les trois niveaux de ce problème. Déjà, évidemment, on peut gérer la défaillance. On va offrir des verres d'eau à ses invités, on va s'excuser platement. On peut éventuellement aussi corriger le défaut. C'est pas mal, en saupoudrant la préparation de poudre de perlimpinpin, de boulgui-boulga ou de blagnuin. On peut aussi s'interroger sur la cause de l'erreur. Donc, c'est plus compliqué, mais ça peut avoir des effets positifs sur le long terme. Pourquoi est-ce que j'ai compris la recette de travers? Parce que je l'ai lu rapidement. Pourquoi? Parce que je pensais avoir déjà une petite idée de comment ça se passait. Ah ouais, mais pourquoi? Parce que j'ai déjà mangé 1000 fois ce plat. Oui, et pourquoi?
Parce qu'en fait, tout ce qui me semble familier me semble aussi facile. Du coup, ça donne à méditer. On peut aller super loin comme ça en enfilant les pourquoi. Donc avec cette métaphore, on peut s'amuser à resituer les acteurs classiques d'un projet informatique. Les défaillances, souvent, elles vont être gérées en premier lieu par le support. Les défauts vont être corrigés par l'équipe de développement. Et en revanche, pour les erreurs, il n'y a pas grand-chose qui me vient. Dans les tickets d'anomalie, souvent, la plupart du temps, on ne va pas vraiment parler des erreurs et de l'identification des causes. Et donc, potentiellement, on ne va pas apprendre autant de nos erreurs que ce qu'on pourrait. Donc, si on voulait vraiment sauver quelque chose de cette notion de bug, ce serait cette petite pépite de connaissance. Mais il faudrait d'abord l'extraire, la raffiner, la faire connaître. On mettrait alors une intention bien différente dans les tickets. On va reprendre le ticket qu'on a fait tout à l'heure, là. Tac. Puis maintenant, on voit qu'on peut rajouter un champ comme ça qui expliquerait un petit peu d'où vient l'erreur, pourquoi on a fait ça. Ça nous permettrait de sortir la tête du guidon et de nous mettre en alerte éventuellement sur d'autres sujets. Voilà, ça c'est un champ de texte libre. On pourrait imaginer aussi se baser sur comme un diagramme d'Ishikawa qui propose de réfléchir sur un problème en partant de plusieurs axes de réflexion. Donc sur celui-là, on voit 5 axes, des fois on en voit un 6e, donc management, ça fait 6M, c'est très commode. Et ça, c'est vraiment pas de la blague. En termes de qualité, Ishikawa, il était pas là pour rigoler, quoi. Alors vous allez peut-être me dire, ah ouais, donc maintenant on prétend qu'il n'y a plus de bugs et plus de fonctionnalités, mais pourtant, avec ton petit champ d'identification des erreurs, on va quand même pouvoir dire qui est qui. Sauf que non, c'est pas l'idée, bien au contraire, parce que des défauts de spécification, on le sait, il y en a des tas. Simplement, classiquement, on ne traite pas ces défauts comme des défauts. Si une user story a été implémentée et que cette user story était à contre-courant de ce qu'il aurait fallu faire, on s'en rend compte et puis à ce moment-là, on va écrire pudiquement une autre user story pour amender le comportement. Ça, je trouve ça vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que les défauts d'implémentation sont reconnus publiquement comme des défauts et que les défauts de spécification sont simplement glissés sous le tapis? C'est pas un petit peu dissonant? Le champ d'analyse de l'erreur pourrait bien sûr être renseigné aussi, même s'il s'agit d'une demande de nouvelles fonctionnalités, si on veut toujours appeler ça comme ça. Bon, peut-être que vous êtes un petit peu déboussolé, et si c'est le cas, j'en suis ravie, parce que c'est le but de toute cette intervention. Un beau jour, on nous a dit qu'il y avait des bugs et des fonctionnalités, mais peut-être qu'on n'a jamais pris la peine de se demander ce que ça voulait dire. Et voilà, j'espère que vous y penserez avant de vous endormir, puis demain matin, on réveille, et puis la prochaine fois, vous écrirez un rapport de bugs. Et un dernier point, avant de finir. Si on arrive à dépasser la notion de bug grâce à la gestion des erreurs, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas encore plus loin dans cette gestion des erreurs en prenant modèle sur des domaines qui excellent en la matière? Donc, dans l'aéronautique, puis dans le domaine médical, l'analyse massive et partagée des erreurs, c'est un facteur qui est devenu incontournable dans la maîtrise des risques. Le nombre d'accidents dans les hôpitaux a énormément décru depuis que les erreurs ont été analysées systématiquement. Donc, il est apparu, par exemple, que certaines heures de la journée étaient propices aux erreurs ou que certains éléments triviaux, comme le fait d'opérer le membre gauche ou le membre droit, ça donnait régulièrement lieu à des erreurs aussi. Tout ça, ça a été analysé, compilé jusqu'à aboutir à des outils à la fois simples et extrêmement efficaces, comme des checklists ou des formations aux facteurs humains. Et du coup, le plus important aussi, c'est que ça a été un travail collectif, interorganisationnel. Et donc ça visait à améliorer d'un bloc tout un corps de métier. Donc dans le monde de mes rêves, si je puis dire, toutes ces bonnes pratiques-là, elles pourraient faire partie de notre quotidien, dans l'informatique aussi. On pourrait alimenter collectivement des bases de données d'erreurs et puis on recevrait en retour des histoires de fails ayant impacté des projets similaires aux nôtres, tant d'un point de vue technique que fonctionnel. Et dans ces cas-là, on apprendrait des tas de choses. On aurait peut-être un petit peu moins besoin d'échouer soi-même pour tirer des enseignements. Donc, il existe d'ores et déjà des plateformes qui regroupent des bugs d'organisation très variés. Il s'agit des plateformes de crowd-testing. On pourrait très bien imaginer que ce type de plateforme pourrait permettre de démarrer ce travail de compilation et d'analyse dans le domaine des projets informatiques. Bref, peut-être, l'avenir nous le dira. Je vais vous quitter là-dessus.
Parce que l'heure de s'endormir approche pour vous. Et puis, si vous comptez aller plus loin, je vais vous conseiller de lire ce bouquin. Ça explique en détail comment la gestion des erreurs améliore la gestion des risques dans pas mal de domaines. Donc, ça parle, comme tout à l'heure, de l'aéronautique et du domaine médical, mais pas que. Ça parle aussi même du monde du spectacle et de plusieurs autres. Voilà, je vais rebasculer. Je suis de retour. Je découvre vos messages. Ça a fait un petit peu un effet tunnel parce que je pouvais pas voir l'écran. Waouh. Non, je ferai pas de pause. Je réponds aux questions comme je les découvre. Voilà, Fabrice, si tu veux, si tu es toujours là. Oui, je suis toujours là. Tu as quelques questions dans le chat. J'ai quelques questions, moi je découvre ça. Le chat général. Après, moi, j'invite plutôt les participants à en mettre dans le Q&A, qui est vraiment fait pour ça. Voilà. Et, il y a un bug sur le slide. Mince, quel slide? J'ai oublié. Ah oui, il y en avait qui avaient deviné qu'il y aurait la definition of bug. Alors. Ok. En fait, je vois pas vraiment de questions. Je vois des remarques, mais si vous avez des questions, je peux rester un petit peu. Et puis sinon, je vais m'en aller, laisser la place au prochain. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de prochain parce qu'il est tard déjà. Bon, dans ces cas-là, gentil. Merci, super. alors, Je vais publier d'une façon ou confirme d'une autre. effectivement que ta présentation était top. En plus, celle-là elle sera pas coupée, donc ça va nous faciliter un petit peu la vie. Il y a il y a des nouvelles questions dans le Q&A. Ah, je le vois. Ok, j'avais pas vu. Ok. C'est quoi ton modèle de chat? De chat? Ah oui! Dans le cas des erreurs techniques web service qui ne répondent pas, par exemple. J'ai plus le contexte. Je sais pas de. Est-ce que je peux avoir le contexte de la question? Et d'où vient ta volonté de faire ce talk sur les bugs? Parce que j'en vois plein au quotidien et du coup, le fait qu'il y ait toutes ces dissonances dans les situations dont je parlais au début, ça fait qu'au final, j'ai eu l'impression d'être freinée à un moment donné par cette notion de bug. Et j'ai eu envie de la questionner un petit peu pour voir ce qu'on pourrait améliorer. Pour la question sur les web services, je sais pas du tout. Ah, c'est toi! Bonjour! Alors, je sais pas comment j'ai atterri là. Alors, je viens de t'inviter sur scène. Hein. C'est la raison pour. C'est pas du tout la volonté. Hein. J'étais en train de rédiger. Imaginons j'ai une application qui attaque des web services, donc qui leur passe des paramètres. Donc on a tout respecté, le contrat d'interface qui nous était donné, etc. Les web services ne répondent pas ou répondent des valeurs qui ne sont pas attendues. Comment est-ce qu'on peut dire c'est un désir. On a un désir que les web services répondent bien. J'ai un peu de mal avec ce. Là, on est sur un truc vraiment très très technique. Pas forcément. Pour moi, ça va rentrer dans la definition of done, carrément, parce que là, si tes web services répondent pas, quelque part, t'es complètement bloqué et tu peux plus avancer. Si j'ai bien compris ton cas. Ouais, là, vraiment, là, on reste dans le nœud du truc. Ça concerne même pas la Dobby, je pense. Là, t'es vraiment dans le cœur de ton fonctionnement. D'accord. Ok. Parce qu'il s'agit de web service tiers, c'est ça? Ah il est parti.
Peut-être dans le chat, il... Non, bon. Bon, bah, je vais vous laisser dans ce cas-là. Non, ah non, ça y est, t'es de retour. T'as essayé de parler, mais il t'a rattrapé. Du coup, oui, là, on est vraiment dans des choses très techniques. Et sur le côté s'interroger sur les erreurs, c'est ce qu'on fait normalement en rétrospective, c'est-à-dire que nous, on fait des tres amigos, mais on fait aussi des débriefs des anomalies. C'est-à-dire que c'est quoi l'erreur racine, en fait, la cause racine de cette erreur. Et du coup, on voit que c'est souvent un défaut de formation, c'est-à-dire qu'on n'a pas, peut-être on n'a pas la bonne connaissance métier pour comprendre le sens de ce qu'il y avait derrière. Donc des fois, ça passe juste par 2 heures de formation, d'acculturation sur le domaine. Je sais pas, des trucs sur les assurances vie. Enfin, même si voilà, si tu as un spécialiste qui t'explique et qui t'explique bien comment c'est fiché, bah en fait, il y a plein de choses qui reviennent plus jamais en fait. C'est ça c'est ça qui est cool en fait. Donc on le fait déjà en rétrospective. Enfin, en tout cas, ça invite à le faire encore plus. Ouais, puis de garder une trace, parce que ouais, souvent, ce qui se dit en rétro, il y a pas mal d'oralité et quelque part, je conçois ça doit être vachement utile et faire avancer, mais peut-être qu'il y a un peu de déperdition après qui a lieu, de projet en projet peut-être. Ouais. Bah, merci en tout cas pour ce retour. Ok, bon, bah, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais vous laisser. Je vais aller au boulot, trouver des bugs. Pas tout à fait. Enfin, sauf si vraiment il faut que tu. Mais bon, attends, il est même pas 7 heures du matin là. Donc on va attendre quand même. Ce que je te propose, on va repasser en mode table. Donc si tu veux rester un petit peu parmi nous, et puis on va indiquer où est ta table, et comme ça les gens pourront venir discuter avec toi et te dire à quel point ils ont trouvé ta présentation bien. Ça te va? Ok, ça me va.